part l'emploi, votre rendez-vous mensuel avec Tissam et Eric de Direct Jobs. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission Ça parle emploi. Et on a naturellement la joie et l'honneur d'accueillir, on va commencer par Petit Sam qui est loin parce qu'elle se trouve sur Lyon actuellement. Bonjour Petit Sam. Hello tout le monde. Bonjour Sandrine. Bonjour Eric, bonjour Tissam. Voilà, donc Bonjour. très heureux de vous accueillir encore aujourd'hui pour une nouvelle émission, donc ça parle emploi, et on parlera de questions pièges en entretien, donc un vaste sujet. Tout d'abord, je voulais commencer par une petite présentation quand même rapide, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce thème, c'est que je voulais quand même présenter Petit Sam, parce que je ne l'avais pas forcément fait voilà, la première fois. Je voudrais tout d'abord dire que Petit Sam, c'est une spécialiste et une experte des techniques de recherche d'emploi, et elle a aussi, pour tout vous dire, elle est là pour convaincre les recruteurs. Elle a créé aussi en parallèle sa chaîne YouTube avec un peu plus, je crois qu'on est à peu plus de 41 000 abonnés. Maintenant, Petit Sam, avec plus de 3 millions de vues, donc rien que ça. Plus de 249 supports vidéo, podcasts sur sa chaîne. Donc vous aurez l'occasion voilà, de taper ses coordonnées et de voir ce qu'elle propose et ce qu'elle fait suivant les différents thèmes. Mais aujourd'hui, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler naturellement des questions pièges en entretien. Alors Sandrine, je vais te donner la parole pour lancer cette première partie avec Petit Sam. Oui, alors tout d'abord Petit Sam, pourquoi le choix de cette thématique ? Cette thématique sur les questions pièges, parce que clairement, les candidats, ils m'en parlent tout le temps. Ils sont persuadés que le recruteur va essayer de les piéger. Et aborder les choses de cette manière, en s'imaginant en fait qu'on va être piégé, c'est déjà se conditionner négativement et en fait, c'est déjà se mettre du stress. Sauf qu'un entretien, clairement, c'est pas ça. Un recruteur, il va pas convoquer un candidat en disant « Ouais, lui, je vais le faire échouer ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, c'est pour ça, et c'est aussi pour donner plein d'infos, plein d'astuces, que j'ai voulu faire l'émission sur cette thématique. De quoi va-t-on parler exactement alors aujourd'hui ? Déjà, on va voir ce que c'est vraiment une question piège, qu'est-ce qui se cache derrière cette dénomination de question piège. On va voir bien évidemment comment on y répond aux questions pièges et je sais que les candidats aiment beaucoup les exemples et là, clairement, ils vont être super contents parce qu'il y a plein d'exemples qui sont prévus et on va voir comment on se prépare au mieux finalement avant l'entretien finalement pour prévoir ces questions pièges. Super Petit Sam, beau programme en perspective. Alors donc la première partie, donc comprendre les questions pièges, Petit Sam, c'est quoi une question piège exactement ? Je vais donner une réponse, mais je ne sais pas si elle va plaire parce que moi j'ai l'habitude de dire il n'y a pas de question piège. Il n'y a pas de questions pièges, mais par contre, il y a des questions qui sont difficiles, voire très difficiles. Si elles sont difficiles, c'est déjà bien souvent parce qu'elles ne sont pas prévues par les candidats. Donc, quand on a une question à laquelle on n'est pas préparé, on est surpris, on est pris au dépourvu et forcément qu'il y a quelques secondes pendant lesquelles on ne sait pas quoi répondre, voire quelques minutes. Ça dépend de la question, ça dépend du candidat. Mais imaginez par exemple que le recruteur vous dise si je ne vous recrute pas, vous faites quoi ? Là, le candidat qui n'a pas préparé ça, forcément, il y a un gros blanc en fait entre lui et le recruteur. Donc, je disais que c'était des questions difficiles. Elles peuvent être difficiles aussi parce qu'elles vont aborder un point du parcours qui est compliqué à expliquer pour le candidat. Imaginons par exemple que le recruteur interroge sur une période d'inactivité, donc un trou dans le CV, et que ça fait écho à, par exemple, un burn-out ou vraiment une situation compliquée pour le candidat. Ça va être difficile d'en parler en entretien, c'est sûr. Et du coup, il va falloir trouver quand même des arguments pour répondre à ces questions difficiles. Et il y a un point de départ vraiment pour y répondre, c'est de comprendre finalement pourquoi les recruteurs posent ce genre de questions, très clairement. Oui, justement, c'était ma prochaine question, Petit Sam. Pourquoi les recruteurs posent ce genre de questions ? Alors, moi, je dirais qu'il y a deux grandes raisons à ça. La première raison, ça va être d'avoir une info en plus parce que, en fonction de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas, par exemple, dans le CV, le recruteur, il peut avoir un petit doute. Par exemple, moi, j'entends souvent des recruteurs qui vont questionner sur est-ce que le candidat a les moyens matériels de venir travailler à telle heure. Par exemple, s'il y a une prise de poste à 5 heures du matin, on voit ça, par exemple, dans la grande distribution où il faut commencer très tôt pour venir remplir les rayons ou parfois même faire des inventaires. Est-ce que le candidat, il pourra se rendre à 5 heures du matin, par exemple, au magasin. Donc là, clairement, s'il n'a pas les infos, est-ce que le candidat a le permis, est-ce qu'il a une voiture, par exemple, il va avoir besoin de lever un doute. Autre cas de figure qui fait que les recruteurs posent des questions difficiles ou des questions pièges, ça va être de tester la réaction du candidat.
en posant par exemple des questions sur la personnalité du candidat ou sur une situation, pour un peu les pousser dans le retranchement, vraiment voir comment ils vont réagir dans la situation. Par exemple, un recruteur qui pourrait dire à un candidat un peu âgé, est-ce que vous pensez que vous allez réussir à vous intégrer dans une équipe de jeunes? Et clairement, moi j'ai envie de dire presque cette question, elle est quand même légitime pour le recruteur, mais il faut bien comprendre pourquoi, c'est-à-dire que par exemple, un candidat qui est vraiment en décalage par rapport à l'âge avec la future équipe potentiellement, eh ben, le recruteur va avoir besoin de vérifier qu'il saura justement s'intégrer dans l'équipe pour réussir finalement à réaliser toutes les missions qu'on va attendre de lui. Donc, il a besoin de poser ces questions-là, quitte à bousculer un petit peu. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que vos réponses, elles doivent permettre au recruteur de se dire plusieurs choses, de se dire que vous êtes sincère, de se dire que vous êtes cohérent aussi d'une réponse à l'autre et que votre candidature, elle correspond vraiment au profil qui est recherché, tout simplement. Quelles sont justement les différentes questions pièges, petit Sam? Alors, il y en a pas mal, des questions pièges. J'ai envie de faire un petit test. J'ai envie de vous proposer à vous, Eric, Sandrine, des questions et vous allez me dire si c'est des questions pièges ou pas, à votre Allez, avis. Nous c'est sommes super. ready. On est parti. Allez, j'en ai prévu 3. Alors, première question, pourquoi c'est vous que je dois recruter? C'est un piège ou pas ça? Non. Alors, j'ai essayé de ne pas copier. Ou, voilà. Oui. Donc, Donc, tu vas dire oui? je serais tenté de dire non, non plus. Non, c'est pas forcément une question piège, non. Non, et c'est pas du tout une question piège, vous avez raison tous les deux, parce que là, le recruteur, de quoi il a besoin? Il a besoin d'avoir peut-être une petite info en plus, quelque chose qui va l'aider à départager les candidats. Donc, au contraire, c'est votre réponse, elle va vous permettre encore de vous mettre en avant et de vous démarquer des autres candidats. Donc, c'est pas un piège, et si on le voit comme ça peut même être un petit bonus. Deuxième question, si vous avez le choix entre notre entreprise et l'entreprise X, laquelle choisissez-vous? Piège ou pas piège? Eric, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que j'en pense? Bravo, Sandrine. Je fais appel à Je des l'ai copié, amis, moi. 50-50 ou C'est ça. je, je serais tenté de dire que c'est, je suis un peu partagé, mais ça peut être quand même une question piège. C'est un petit peu vicieux quand même comme question, donc je mettrais ça dans la catégorie effectivement question piège. Voilà, mes petits pièges. Alors Voilà. moi je dirais non parce que en général, quand un recruteur demande ça, j'imagine qu'il faut absolument dire qu'on choisit son entreprise. Alors, clairement, Un c'est vrai partout. que c'est pas facile. Ouais, en gros, c'est ça. C'est, de mon point de vue, même si j'aime bien dire qu'il n'y a pas de question piège, celle-là, elle est un peu Vicieuse. entre les deux quand Elle même. est un Ouais, peu voilà, vicieuse. on peut le dire comme ça Voilà. parce que si on demande finalement, tu as le choix entre mon entreprise ou une autre, laquelle tu prends, forcément que l'idée, c'est de dire, non, je viens chez toi. Ah oui. C'est embêtant Bah de dire oui. le mais ouais, contraire. On va pas il se vaut mettre mieux, une balle il vaut dans le mieux. pied quand Ouais, même. c'est un Il peu vaut mieux, ça. sinon c'est compliqué, mais clairement, l'idée, c'est aussi là pour que ça serve au candidat, c'est aussi que le candidat il fasse comprendre que ouais, en fait, il a le choix et qu'il pourrait aller ailleurs. Donc l'idée, c'est de montrer qu'il y a des arguments dans une autre entreprise, il y a des points d'intérêt pour le candidat dans une autre entreprise, mais il y en a encore plus dans l'entreprise pour laquelle il est en entretien. Et là, ça permettra au candidat de marquer finalement encore des points dans son entretien à partir de cette question-là qui, à la base, aurait pu sembler très compliquée. Et dernière question que je vous propose à tous les deux, si j'appelle vos anciens collègues, que me diront-ils sur vous? Piège ou pas piège, ça? Je dirais déjà, bon, c'est pas forcément courant ce genre de propos, Alors ouais, je mais l'ai je jamais dirais, entendu. non, mais je dirais que c'est pas forcément un piège, mais je suis un peu mitigé, je dirais 50-50 aussi, parce que ça peut être un peu vicieux aussi, et j'ai jamais entendu dans ma carrière, depuis plus de 35 ans, que j'ai même fait du recrutement, d'avoir posé ce style de questions, quoi, tu vois. Mais toi, tu es un recruteur sympa, c'est pour ça. Ouais, trop gentil. Oui, alors autant les demandes de référence, évidemment, j'en entends souvent parler, qu'on appelle justement ses supérieurs ou voilà. Par contre, ouais, ce type de questions, j'ai jamais eu non plus. Du coup, ouais, je dirais peut-être question piège, petit Sam. Alors, piège et pas piège, finalement. Mais en fait, Sandrine, tu as dit le mot juste, tu as parlé des références. Et cette question, elle fait écho à la prise de référence. Donc, en gros, si j'appelle ton ancienne entreprise, voilà, est-ce que l'entreprise va me dire du bien de toi? Même si c'est toujours très encadré, cette question des prises de référence. Mais l'idée, c'est de voir aussi si finalement, le candidat a peut-être quelque chose à cacher, s'il est parti en mauvais termes de son entreprise ou pas, ou s'il a laissé justement une bonne image. Et ça, il faut pouvoir y répondre. Il faut pouvoir y répondre aussi positivement, finalement. Et c'est l'idée de toujours partir proprement.
Et ça permet d'autant plus aux recruteurs de se projeter sur le fait que le candidat, il saura finalement bien se comporter, quelles que soient peut-être les complications qu'il pourra y avoir sur son poste ou avec des collègues, ou même s'il est amené à partir, voilà, il fera en sorte que tout se passe bien jusqu'au bout. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, moi, je dirais quand même que ce n'est pas une question piège. Mais tu as déjà eu ce genre justement de questions? Enfin, on t'en a Ouais, déjà j'ai déjà parlé? Tu as entendu. déjà eu du témoignage de ce Ouais, sens-là? ouais. Toutes les questions que je vous ai posées là, je les ai déjà entendues de la part de recruteurs. Clairement, D'accord. moi, je dis souvent, il y a autant de questions que de recruteurs, hein. On peut tout imaginer en entretien. Certains sont dans les classiques, certains poussent un petit peu leurs questions pour surprendre, pour étonner et pour voir, encore une fois, là, exactement ce qu'on se disait, hein, la réaction des candidats. C'est vrai que là, on est sur une question qui peut surprendre. Mais finalement, si tu es bien parti de ton entreprise, si tu as fait les choses correctement, si tu as laissé une bonne image, Oui, bah tu vas y oui. aller tranquille, hein, sur cette réponse-là, hein. T'es serein et tranquille, ouais, sans problème, quoi. Ah, c'est ça, hein, exactement, hein. D'accord. Bon, bah écoute, Ok, et donc du coup, je c'est pense moi que qui ai j'ai bien gagné, je crois, répondu. hein. C'est ça, non? Il faut toujours Vous avez gagner. bien répondu à ces questions-là, finalement, c'est bien, bravo. C'est un peu comme Jacques Martin, en fin de compte, tout le monde a gagné, parce Ouais, que je c'est comprends ça. bien. Quel En plus, cadeau on savait on a. pas ce qu'il y avait en lot, donc bon, quelque part. Mais si vous avez un cadeau, parce que vous avez gagné en fait la suite, la Ah, suite la sur suite les de questions l'émission. pièges. Ouais, exactement, la suite de l'émission. Et clairement, moi, ce que j'avais envie de vous dire là, c'est comment on y répond à ces questions pièges. Parce que c'est vrai que c'est bien de se dire qu'il y a des questions pièges, c'est bien de se dire un peu lesquelles. On va avoir encore plein d'exemples, mais comment on fait pour y répondre? Là, c'est toute la question. Ah bah Euh, c'est technique Clairement, déjà. ouais, c'est ça. Mais déjà, il faut se dire que on ne peut pas toutes les prévoir, les questions pièges, mais il y a des bases qu'il faut vraiment assurer, qu'il faut vraiment sécuriser. Il y a vraiment des choses qu'il faut faire systématiquement quand on est face à une question difficile ou question piège. Déjà, il faut se dire qu'il faut toujours dire la vérité. Pourquoi? Parce que le recruteur, en fait, il peut poser 2, 3, 4 questions qui peuvent avoir l'air différentes, mais qui finalement vont se recouper sur le même sujet. Et le recruteur, il va repérer s'il y a des petits écarts dans les réponses des candidats alors que ça traite du même sujet. Donc, il va détecter si potentiellement, peut-être que le candidat n'a pas été totalement sincère. Donc, toujours être sincère, même si c'est difficile. Aussi, ce qu'il faut faire pour bien répondre aux questions pièges, c'est toujours expliquer ses arguments. Juste dire un argument, ça ne sert à rien. Par exemple, juste dire j'ai les compétences pour le poste, ça ne sert à rien si on ne sait pas quelles compétences, si on ne sait pas dans quel contexte elles ont été développées, comment elles ont été mises en œuvre, ça ne sert à rien et ça ne sert pas le candidat, quoi, déjà. Et puis aussi, toujours faire le lien avec l'offre d'emploi, parce que quand on parle de ces compétences, on parle de compétences qui viennent du passé, qui ont été développées ailleurs. Donc, toujours refaire le lien avec l'offre pour aussi aider le recruteur finalement à se projeter sur vous dans l'emploi qu'il a à pourvoir, justement. Alors ça, c'est vraiment les bases essentielles. On ne peut pas aller trop dans le détail parce que effectivement, ça doit aussi s'adapter aux différentes questions que le recruteur va poser. Et j'imagine que y a des gens qui ont envie d'avoir des exemples justement de réponses aux questions pièges, notamment peut-être les questions qui reviennent le plus, hein. Alors, Vous avez des questions de votre côté? Bien sûr. Effectivement, petit Sam, je vois que tu as lancé automatiquement déjà la deuxième partie de cette émission. Donc, c'était effectivement comment répondre aux questions pièges. Elle est motivée, petit Sam, aujourd'hui. Et voilà, on la retient plus. C'est ça, c'est un sujet que j'adore. Tous les rôles. Ah non, j'adore parler entretien. Donc, Elle sent les vacances de Noël approcher, donc elle se dit, il faut se dépêcher Allez, parce que j'ai encore mes valises à faire. On va mettre la deuxième. Donc, oui, effectivement, petit Sam, les auditeurs ont beaucoup envoyé de questions justement liées à toutes les questions pièges qu'ils ont déjà eues en entretien et qu'ils ont déjà vécues. Et on s'est aperçu que certaines questions revenaient régulièrement. Alors, on va te les poser et tu vas nous dire, bien sûr, comment y répondre au mieux. Voilà, tout simplement. Et peut-être si tu considères aussi que ce sont des questions pièges, justement. ça marche. Alors, mais vous avez déjà un peu entendu ma réponse, hein. Pour moi, il n'y a pas Bien beaucoup sûr. de questions pièges. Il y en a quand même, effectivement, on peut dire peut-être les questions un peu vicieuses. Ouais, elles sont pièges, effectivement. Mais sinon, quand on comprend bien l'intention qu'il y a derrière la question, il n'y a pas vraiment de piège. Mais je vais jouer le jeu. On y va. Alors, je vais te les énoncer tout de suite. Donc, la première question qu'on a reçue, donc c'est une question de Julie. Qui nous pose « Parlez-moi de vos défauts ». Alors, cette question, effectivement, je l'ai déjà entendue aussi quand j'ai passé des entretiens. Alors déjà, est-ce que c'est une question piège, petit Sam? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Alors, est-ce que c'est une question piège? Absolument pas. Pourquoi? Parce que l'idée du recruteur, c'est en fait de voir si vous savez prendre du recul sur vous pour voir justement les axes d'amélioration qu'il y aurait dans votre posture, dans votre manière de travailler, par exemple, pour pouvoir y faire attention en poste et pour pouvoir justement faire que ces défauts ne ressortent pas quand vous êtes au travail ou au minimum, quoi.
Donc non, déjà pour moi, c'est pas une question piège. Après, comme je vous l'ai dit, il faut être sincère, donc il faut y aller un petit peu cash sur le défaut. Il faut vraiment dire un défaut et un défaut qui est vraiment un défaut. Pour toutes les personnes qui ont envie de dire je suis perfectionniste, laissez tomber. Ça, c'est pas un défaut. Ça, c'est vraiment un faux défaut. Alors c'est celui Non, que je c'est pas- sortais tout le temps. Je sais aujourd'hui qu'il faut surtout plus le faire. Dis-toi que toi et des milliers de personnes ont déjà donné ce défaut en entretien, mais vraiment. Donc non, déjà, par rapport à ça, ça marche pas parce qu'il y a plein de candidats qui l'utilisent et parce que c'est pas vraiment un défaut d'être perfectionniste. En gros, tu dis ça, mais derrière, ton intention, c'est de dire que, en fait, tu Je fais suis bien tout dans les parfaite. moindres détails. C'est Tu dis ça. quoi? C'est de dire que je suis parfaite en fait. C'est un Ouais. peu de la fausse modestie, quoi, Ouais, si tu veux. enchaîne sur la deuxième question, parce que là, ça va. Si tu donnes la Eric, parole à Eric, il Sandrine, aime pas, c'est mort. il aime pas Eric. Alors, juste pour répondre à la question des défauts, je vous donne un exemple. Un exemple de défaut que j'entends régulièrement de la part de candidats aussi, c'est le fait d'être bavard. Donc là, l'idée, ce serait de dire, par exemple, moi, mon défaut, c'est d'être bavard. À la pause café, je suis le premier, voilà, à raconter des choses, des histoires, des anecdotes aux collègues. Mais par contre, c'est vrai que je fais attention. Par exemple, si je suis avec les clients, je fais super attention. Je me concentre sur ce que j'ai à dire, sur mon produit, et surtout, je fais attention à leur laisser la parole pour qu'ils aient suffisamment de place pour eux aussi s'exprimer. Donc là, l'idée, c'est de dire, j'ai un défaut, c'est celui-là. Voilà comment ce défaut, clairement, il se concrétise quand je suis au travail. Je parle beaucoup avec les collègues, mais dans un contexte précis, à la pause café, par exemple. Dès que je suis avec les clients, je fais attention et voilà comment je fais attention. Et là, si vous dites tout ça, clairement, vous avez montré que oui, vous avez un défaut, vous l'assumez, vous êtes sincère, mais clairement, vous savez y faire attention. Oui, j'allais dire on le travaille justement pour que ce soit gérable. C'est ça. Et comme le but du recruteur, c'est de voir si vous savez prendre du recul pour faire attention à ce défaut, il faut expliquer aussi comment vous faites attention à ce défaut au travail. Parce que le défaut, il ne va pas disparaître parce que vous le connaissez. Il fera toujours partie de vous. Mais il est possible de le canaliser. Donc l'important, c'est de savoir comment vous le canalisez. À vous, tu as parlé avec Eric, petit Sam, sur le côté bavard, justement. Ouais, c'est ça, mais je n'ai pas encore réussi sur le côté canalisation du défaut. Je travaille encore là-dessus, t'as vu? Il y a du boulot Mais encore. comme il n'y en a pas, comme ça, le problème est Comme réglé. il est perfectionniste. C'est ça. Alors, la deuxième question qu'on a reçue, donc c'est une question de Jérôme qui nous pose, donc pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Donc tu en avais un petit peu parlé tout à l'heure, justement. Ouais, alors clairement, ça, c'est pas une question piège. Au contraire, c'est une question pour mettre en avant la motivation et l'intérêt du candidat pour le poste et pour l'entreprise. Donc là, il faut y aller sur les raisons. Faut pas hésiter à dire pour plusieurs raisons et expliquer les raisons. Donc, par exemple, ça peut être l'émission. Ça peut être le fait de dire que l'émission, elle corresponde à ce que vous avez fait, à ce que vous savez faire, justement. Ou il y a peut-être aussi un aspect du poste qui vous intéresse. Et là, il faut expliquer ce qui vous intéresse par rapport au poste. Ça peut être une compétence, par exemple, qui vous intéresse particulièrement, une compétence que vous voulez développer, que vous avez même peut-être déjà commencé à développer en autodidacte. Si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à expliquer tout ce que vous faites de votre côté par rapport à cette compétence. Vous pouvez aussi parler, par exemple, de la culture d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui revient de plus en plus souvent. Faut pas hésiter à en parler parce que les entreprises travaillent de plus en plus sur cette notion de la culture d'entreprise. Donc, finalement, comment elles accompagnent les salariés, qu'est-ce qu'elles mettent à disposition des salariés pour qu'ils se sentent bien au travail. C'est peut-être aussi un certain état d'esprit de l'entreprise qui va peut-être travailler sur certaines thématiques. Il y a beaucoup l'écologie aussi qui revient en ce moment. Par exemple, ça peut vraiment être plein de choses qui peuvent vous intéresser. Donc, passez en revue tout ce qui vous intéresse dans l'entreprise et qui peut faire que vous avez eu envie de proposer votre candidature dans cette entreprise. Ce n'est pas qu'une question de poste et d'offre d'emploi, c'est aussi une question d'entreprise. Donc, il faut vraiment tout mentionner. Alors, troisième question qui nous a été posée par Élise. Donc, où vous voyez-vous dans 5 ans? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Elle est dure, celle-là. Et alors, ce n'est pas une question piège parce qu'on peut répondre clairement à cette question, mais ça suppose déjà d'y avoir réfléchi. Et clairement, il y a plein de gens qui ne savent pas où ils seront dans 5 ans. À plus forte raison quand on cherche du travail, parce que quand on cherche du travail et qu'on n'en a pas encore, c'est dur de s'imaginer la suite parce que déjà, la première préoccupation, c'est comment je paye mes factures. Donc, s'imaginer dans une entreprise, évoluer, etc., c'est beaucoup plus compliqué encore. Donc, j'ai envie de dire, on va rajouter cette complication dans l'exemple que je vais vous donner. Vous pouvez tout à fait dire, dans 5 ans, c'est pas ça à dire, ça me semble loin. Donc là, clairement, on ne répond pas à la question pour l'instant. Mais vous pouvez rajouter, ce qui est sûr, c'est que je me vois ici, je me vois dans votre entreprise. Parce que moi, si je vous ai proposé ma candidature, c'est à la fois pour rester et pour évoluer. Donc là, clairement, si vous dites ça, vous n'avez toujours pas répondu à la question, mais vous avez clairement marqué votre intention de rester dans l'entreprise. Donc ça répond à moitié à la question et surtout, ça fait ressortir vraiment beaucoup de détermination et encore une fois, de motivation. Très belle réponse. Comme ça, on ne se défile pas. C'est ça, exactement. C'est surtout ça qu'il faut faire. Voilà. Autre question qui nous a été posée par Caroline.
Avez-vous fait d'autres candidatures ? Voilà, Je l'aime bien cette question. Ben, on en a parlé justement au début. C'est toujours un peu délicat de répondre à ça. Ouais, c'est toujours délicat, mais le candidat, il peut vraiment faire une force de cette question. Déjà, il faut toujours dire oui. Clairement, si vous dites non, pour moi, il y a un souci. Parce que si vous avez fait qu'une candidature, c'est soit vous êtes hyper optimiste et vous vous dites que c'est la candidature qui va marcher, mais c'est surtout côté recruteur, ce qui va se dire, c'est que vous n'êtes pas hyper investi dans vos démarches. Parce qu'une candidature, c'est clairement pas avec une candidature qu'on décroche un boulot ou vraiment un gros coup de chance, quoi. Donc oui, il faut en faire plusieurs et il faut dire que vous avez fait d'autres candidatures. Et n'hésitez pas à mentionner des noms d'entreprises concurrentes. Pourquoi ? Parce que ça va montrer la cohérence aussi de votre démarche, de votre recherche d'emploi, si vous postulez dans d'autres entreprises qui sont en concurrence avec celle pour laquelle vous êtes en entretien, et à des postes similaires ou identiques que celui pour lequel vous êtes en entretien. Donc oui, vous pouvez dire tout ça. Donc ça ne fait pas partie des questions pièges selon toi ? Ah non, c'est pas du tout un piège, hein, très clairement. Je rebondis un petit peu par rapport à cette question et ta réponse, petit Sam, c'est de dire si jamais justement le recruteur dit mais est-ce que vous avez déjà eu, justement, vous avez postulé dans le même secteur d'activité mais pour d'autres entreprises, est-ce que vous avez déjà eu des réponses, est-ce que vous avez déjà un deuxième entretien, avoir peut-être un troisième, etc. Oui, sur l'avancée des recherches. Alors souvent, moi j'ai eu ça aussi, effectivement. Ouais, t'as vraiment tout eu, toi, ah bah Sandrine, oui, c'est incroyable. C'est bien, c'est bien. Tu vois, je suis pas vieille, mais pourquoi qu'elle est chez Direct Job, c'est qu'en fin de compte, elle a tout vécu déjà, tu vois. Mais c'est très bien. Et oui, c'est vrai que ça, c'est une question, on va dire, qui rejoint la première et qui est souvent posée aussi. Et justement, n'hésitez pas à dire que soit vous êtes en attente de réponse, donc pour faire un mix avec ce que je disais avant, oui, j'ai fait d'autres candidatures, je suis par exemple en attente d'une réponse de telle entreprise, et donc une entreprise concurrente pour tel poste, et donc poste identique ou similaire. Ou alors, oui, j'ai fait d'autres candidatures, telle entreprise, tel poste, et je suis en attente encore de 2, 3 réponses. Voilà, ça marquera qu'effectivement, il y a eu plusieurs candidatures de fait. Merci, petit Sam, pour ta réponse. Alors, autre question qui a été posée par Jérémy. Pourquoi voulez-vous quitter votre emploi actuel ? Donc, si vous êtes évidemment toujours en poste et que vous recherchez un nouveau travail, ça va sans dire. Et là, Sandrine va dire, bah oui, parce que je le vis actuellement. Non, c'est ça. Oui, c'est ça, je dois t'annoncer quelque chose, Eric. Voilà, c'est justement, donc, non pas en direct, mais... Sandrine, prends des notes. Merci, petit Sam. Alors, là, on pourrait se dire, ouais, il y a un petit piège. Il y a un petit piège, c'est-à-dire que il faut surtout que le candidat, il dénigre pas son emploi actuel et son entreprise actuelle. Là, l'idée du recruteur, c'est de voir, en fait, est-ce qu'il y a un problème dans l'entreprise dans laquelle le candidat est et qui fait que le candidat, il veut en partir ? Et surtout, comment il va amener ça, comment il va parler de son entreprise. C'est vraiment montrer que vous êtes capable de véhiculer une image de l'entreprise qui ne soit pas négative. Donc, il faut faire gaffe à ça. Là, clairement, faut y aller aussi sur les raisons qui vous amènent à quitter l'entreprise et le poste, mais il faut toujours arrondir les angles. Imaginons, par exemple, que votre poste, ça y est, il ne vous apporte plus rien. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, Sandrine, mais continue à noter. J'ai fait le tour. Moi, c'est plutôt mon collègue qui m'apporte plus. D'accord. On pourra le voir avec une autre question, ça, si tu veux. Un autre thème dans le recrutement. Je la sens bien, l'année 2023. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça. On a plein d'idées de thématiques là qui arrivent. Donc, imaginons que votre poste, vous en avez marre, vous avez fait le tour, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus ces derniers mois. Vous pourriez dire, mon poste, ça fait tant d'années que je l'occupe maintenant, j'ai pu l'exploiter, j'en ai fait le tour, j'ai fait le tour des missions. J'ai envie d'évoluer à tel poste et j'en ai discuté avec mon entreprise, mais ce n'est pas une évolution qui est possible parce que, par exemple, le poste est déjà occupé dans l'entreprise ou alors il n'y a pas de perspective de recrutement pour l'instant ou à ce poste-là, par exemple. Et là, l'idée, c'est de confirmer qu'effectivement, vous en avez parlé avec votre entreprise, que vous avez joué la carte de la transparence et que vous avez été clair sur le fait que pour continuer à vous épanouir professionnellement, vous avez ce besoin d'évolution et comme ça ne peut pas se faire dans votre entreprise, forcément que ça va se faire dans une autre entreprise. Donc, vous allez entamer des démarches, des candidatures. Et c'est ce qui vous amène justement à postuler dans l'entreprise pour laquelle vous êtes en entretien. Donc là, l'idée, c'est vraiment de jouer la transparence, de montrer le cheminement, comment ça s'est passé du côté de votre entreprise, est-ce qu'elle est au courant qu'effectivement vous faites d'autres démarches, et toujours refaire le lien avec l'offre d'emploi pour laquelle vous êtes en entretien. Ramener le sujet à l'offre pour laquelle vous êtes en entretien. Merci, petit Sam. La prochaine question qu'on a reçue vient de Nicole. Nicole qui a posé la question suivante. Qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans votre précédent emploi ? Donc, ça rejoint un petit peu la dernière question.
Ouais, c'est ça. On est toujours un petit peu sur le même ordre d'idées. Ne pas dénigrer l'ancien emploi, l'ancienne entreprise, l'ancienne équipe. Être aussi sincère, parce que là, en fait, là où c'est un petit peu piège, cette question, c'est que la question, elle induit quelque chose de négatif. C'est vous n'aimiez pas quelque chose dans votre précédent emploi. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme les journalistes, hein, c'est pas parce qu'on vous pose une question dans ce sens-là que vous êtes obligé absolument de répondre dans le sens de la question. Vous pouvez un peu la détourner. Par exemple, vous pourriez dire, bah, moi, je dirais pas qu'il y a quelque chose que j'aimais pas dans mon emploi précédent. En revanche, c'est vrai qu'au fil du temps, bah, je me suis lassée de tel aspect, par exemple l'aspect répétitif du poste. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie, par exemple, d'avoir des missions qui soient un peu plus variées, un peu plus rythmées, un peu plus d'interaction, par exemple. Et c'est pour ça que je vous propose ma candidature. Donc, toujours image positive, sincérité, explication du cheminement et toujours refaire le lien avec l'offre pour laquelle vous êtes en entretien en ce moment. Merci petit Sam. La prochaine question nous vient de Patrice. Patrice qui nous a posé la question suivante. Parlez-moi d'un échec. Ok, pas facile. J'allais dire, de toute façon, il n'y a que des questions compliquées. Ça serait autrement si c'était trop facile. Ouais, c'est ça. En même temps, la thématique, c'est on a les aussi questions pièges. sélectionné, comme on sait qu'il y a un temps limité pour l'émission, on a Ouais, aussi parce qu'on fait en une a plein. sélection parce qu'on en a Mm. eu d'autres aussi. Mais voilà, on a retenu les plus importantes et celles qui revenaient aussi le plus souvent. D'accord. Mais c'est vrai, vous avez complètement raison. Le parlez-moi d'un échec, c'est un classique. Il y a aussi l'inverse, il faut savoir, c'est parlez-moi d'une réussite. Et c'est vrai que les candidats, ils vont beaucoup se préparer à parler des choses négatives, mais pas des choses positives. Donc, faites bien attention aussi à préparer ce type de questions. Mais le parlez-moi d'un échec, là encore, on est sur le même ordre d'idée. C'est-à-dire qu'il faut de la sincérité, il faut de la transparence et surtout l'intention du recruteur. Au-delà de voir si vous êtes sincère, c'est de voir si vous avez pris du recul sur cet échec. En fait, c'est comme la question des défauts. Est-ce que vous avez pris du recul? Est-ce que vous avez analysé? Est-ce que vous avez compris pourquoi c'était un échec? Et donc, est-ce que vous êtes capable finalement de reproduire la situation sans reproduire l'échec? Donc là, il faut montrer un peu tout ça dans la réponse. Donc, déjà dire tout de suite que oui, effectivement, vous avez connu un échec, expliquer de quoi il s'agissait, mais sans rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas ce qui va intéresser le recruteur. Exemple, bah, moi, quand j'ai débuté ma carrière, il y a tel contrat que j'ai pas eu, il y a tel projet que j'ai manqué, etc. Enfin, c'est vous qui voyez quelle a été un peu la situation qui vous a manqué. Et après, tout de suite, il faut dire, ben voilà, j'ai pris du recul dessus, j'ai essayé de comprendre ce qui m'avait manqué, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Et depuis, ben voilà ce que j'ai compris et voilà ce que je mets en place. Par exemple, ben, s'il y a tel client qui a pas été en confiance avec moi pour me confier ce projet-là ou ce dossier-là, ben depuis, je fais en sorte de préparer peut-être autrement mes dossiers, de faire peut-être plus le lien avec les clients, d'aller vraiment leur poser un maximum de questions pour qu'ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent en confiance. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ben, j'arrive à toujours aller au bout de mes objectifs, à fidéliser mes clients. Enfin, voilà. Après, vous refaites le lien avec votre métier, avec votre situation, mais toujours, donc, encore une fois, être sincère, expliquer son cheminement, expliquer la prise de recul, ce que vous avez compris, et avec ce que vous avez compris, bah, ce que vous mettez en place aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, ça marche et qu'il n'y aura plus cet échec. Et en plus, au-delà de ça, ça permet au recruteur de se dire, bah, si à l'avenir, vous rencontrez une situation d'échec, vous aurez justement cette capacité à prendre du recul, à analyser et à améliorer tout de suite. D'accord, merci beaucoup, petit Sam. Question suivante. Alors, on a eu quel est votre style de management? Et ça vient d'Amandine. Ok, ça c'est une question qui m'étonne pas dans le sens où on parle beaucoup justement du style de management. C'est vraiment une thématique qui intéresse beaucoup dans les entreprises parce qu'elles se rendent compte aussi que voilà, il y a des styles qui fonctionnent pas, il y a des managers qui sont autoritaires, il y a des managers qui communiquent pas. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que ça marche pas. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il y ait cette question aussi côté candidat pour voir justement comment eux, ils sont à l'aise aussi avec bah, leur supérieur hiérarchique. Et c'est toujours aussi l'idée de voir bah, comment ils vont réussir à parler de ça, est-ce qu'ils vont réussir à en parler positivement. Donc là, je vous fais un petit peu la même réponse que tout à l'heure avec l'entreprise, qu'est-ce que vous n'aimiez pas, etc. C'est, on va reformuler un petit peu la question, la réponse. Ce serait de dire, par exemple, bah, je ne dirais pas que j'ai un style de management, parce que ça mènerait à dire un peu trop de détails. En revanche, c'est vrai que j'apprécie, par exemple, l'échange, j'apprécie la transparence, j'apprécie la communication. Voilà, retourner ça dans le sens, ben, voilà moi ce que j'apprécie. Comme ça, l'idée, c'est pas de parler trop d'un manager et de tendre une perche au recruteur pour que justement il pose des questions ensuite sur votre manager et peut-être sur des petites choses qu'il aurait détectées et qui ne vous convenaient pas.
Mais en gros, retenez bien une chose surtout, c'est qu'il ne faut absolument pas dénigrer, encore une fois, tout ce qui s'est passé avant, et là, en l'occurrence, l'ancien manager. Pour finir sur cette deuxième partie, petit Sam, je te propose, j'avais une question juste personnelle, parce que c'est quelque chose que, effectivement, dans mon ancien travail, j'ai pu entendre, et je compatis à cette question quelque part, et parce que si on ne sait pas justement répondre à une question d'un recruteur, comment fait-on? Justement, est-ce qu'on fait appel à un ami, on prend le 50-50, est-ce qu'on prend la fuite, on, on part par la fenêtre, je ne sais pas, enfin bon, quel est le comportement? C'est au troisième étage. Ça va faire mal. Quel est le comportement que l'on doit avoir justement face à ce recruteur? Eh ben, j'ai envie de dire, on applique les bonnes pratiques qu'on s'est dites tout à l'heure, c'est-à-dire sincérité et on explique. Quand je dis sincérité, ça veut dire, on dit qu'on ne sait pas. Mais on ne sait pas sans raison. On ne sait pas parce que, enfin après ça dépend de la question, mais on ne sait pas par exemple parce qu'on n'a pas eu à mobiliser telle compétence. On ne sait pas parce qu'on n'a pas pour l'instant utilisé tel logiciel. Pourquoi on ne sait pas parce qu'on n'a pas eu telle situation à gérer pour l'instant, la situation que propose le recruteur. Si vous demande, par exemple, est-ce que vous savez, je ne sais pas, utiliser tel logiciel? Non, je ne sais pas parce que ce logiciel, je ne l'ai encore jamais utilisé. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai utilisé ça comme logiciel. C'est des logiciels que je ne connaissais pas non plus à la base et que j'ai appris rapidement à utiliser. Donc, en fait, on part d'un je ne sais pas, on explique pourquoi on ne sait pas et on essaye de retourner finalement la situation à son avantage en disant que même si on ne sait pas aujourd'hui, demain, on saura parce qu'on a la capacité d'adaptation, parce qu'on a la capacité à apprendre rapidement, par exemple, ou tout simplement la motivation de développer cette compétence. Mais il faut jouer franc jeu, parce que clairement, si vous ne savez pas et que vous essayez de faire croire que vous savez ou de détourner un peu la question, ça va se ressentir tout de suite et clairement, ça ne marchera pas. Ok, merci petit Sam pour cette brillante réponse. Après toutes ces bonnes questions et surtout ces bonnes réponses grâce à petit Sam, c'est qu'on va attaquer donc déjà la troisième partie, le temps passe très vite, et la troisième partie consiste justement sur le thème de comment s'y préparer. Donc écoute petit Sam, voilà, et je pense qu'il y a des arguments à préparer avant l'entretien, entre autres, je pense que c'est la base. Donc si tu peux nous en dire un petit peu plus aujourd'hui, avec grand plaisir. Ouais, c'est ça. T'as le mot juste. Il y a des arguments à préparer. Et en même temps, en fait, on ne peut pas savoir exactement quelle question piège vous allez avoir parce que ça va dépendre beaucoup du recruteur, de son approche aussi du recrutement, de la manière dont il a envie, voilà, soit de vous pousser un peu dans vos retranchements ou plutôt de rester dans les classiques. Mais il y a vraiment des arguments, des thématiques qu'il faut absolument prévoir d'aborder. Ça va être déjà des arguments par rapport à votre motivation. Il y aura forcément des questions par rapport à ça. Tout à l'heure, on a vu par exemple pourquoi avez-vous voulu postuler chez nous. On est vraiment sur la thématique de la motivation. Donc, préparez-vous à expliquer pourquoi vous avez fait cette candidature, pourquoi cette offre-là en particulier, pourquoi cette entreprise-là en particulier. Donc, la motivation, l'intérêt, tout ça, ça va ensemble. Ça, il faut vraiment le faire pour chaque offre d'emploi, hein, c'est important. Allez vous renseigner sur l'entreprise avant même la candidature, mais aussi avant l'entretien d'embauche. Relisez l'offre d'emploi, tout ça, ça va vous donner aussi de la matière. Je dirais aussi qu'il faut toujours bien connaître son fil conducteur. C'est-à-dire que le recruteur, il va avoir besoin de comprendre comment vous avez cheminé dans votre parcours, quelles sont les différentes phases de votre parcours, mais surtout pourquoi vous avez fait ces choix-là dans votre parcours. Notamment, par exemple, si vous êtes en phase de reconversion, pourquoi vous avez voulu changer comme ça. Donc, c'est pas grave, c'est juste que ça s'explique et il faut savoir l'expliquer. Donc, il faut aussi prendre du recul un petit peu sur soi pour se dire, là, finalement, pourquoi j'ai changé un petit peu de voie, pourquoi là, j'ai changé d'entreprise. Voilà, il faut se remémorer un petit peu tout ça pour l'expliquer et l'expliquer de manière assumée et sereine face au recruteur. Et puis, j'ai envie de dire, il faut aussi se préparer finalement aux questions que vous ne voulez pas. Parce que c'est les questions que vous ne voulez pas, vous pouvez être sûr que vous allez les avoir. Par exemple, s'il y a un trou dans votre CV, si peut-être vous avez quitté votre dernier emploi, vous pouvez être sûr que le recruteur, il va avoir besoin d'avoir des informations là-dessus. Donc, vous aurez ces questions-là que vous n'avez pas envie d'avoir, hein, finalement. Ah, puis je pense que de toute façon, et on l'a dit déjà à plusieurs reprises, hein, tu l'as dit à chaque fois, il faut vraiment être transparent et honnête avec le recruteur. C'est-à-dire que tu parlais de trous dans le CV, hein, ce qui peut arriver dans la vie, aussi bien pour un homme que pour une femme d'ailleurs, hein. Mais je pense que il faut toujours dire la vérité. Voilà, il faut pas avoir peur. Au contraire, tout se justifie parce qu'un recruteur, il sent les choses, hein, quand la personne commence à broder un petit peu et à raconter un petit peu de tout et n'importe quoi. Ça se sent. Donc, il faut être le plus transparent et le plus honnête possible, je pense.
Ouais, c'est ça. Et puis Mm. surtout, moi, j'ai envie de vous dire, bah, il faut être aussi décomplexé avec cette histoire de trou dans le CV parce que les parcours aujourd'hui, ils sont plus comme il y a 30 ans en arrière où tout le monde faisait finalement sa carrière dans la même entreprise. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. C'est même vraiment une personne qui aurait fait 30 ans, 40 ans dans la même entreprise. Bah, c'est elle qu'on va regarder parce que ça se voit plus quoi, aujourd'hui en fait. Donc c'est monnaie courante aujourd'hui d'avoir des personnes bah, qui changent d'entreprise, qui changent de poste, qui changent complètement de secteur professionnel, qui ont une interruption dans leur parcours parce que ça existe aussi, c'est juste la vie, hein, tout simplement. Ça Bien peut sûr. arriver qu'on ne s'entende plus avec son entreprise, ça peut arriver que l'entreprise aussi, elle ferme, hein, tout simplement. Ça peut arriver qu'on ait des soucis dans son parcours et qu'on ait besoin à un moment donné de faire un break, hein, tout simplement. Donc les recruteurs, ils ont l'habitude de ça aussi, il faut se dire. Hein. Ok. Euh, Deuxième point, c'était l'état d'esprit. Est-ce que tu ouais, peux nous en bah, dire aussi un petit peu plus sur ce thème-là, état d'esprit? l'état d'esprit, franchement, il y a un mot qu'il faut retenir, c'est positif. Il faut toujours être dans un état d'esprit positif, c'est-à-dire, on le disait vraiment en début d'émission, c'est que le recruteur, il n'a pas l'intention de vous nuire, il n'a pas l'intention de vous faire échouer à votre entretien. Donc déjà, il faut mettre ça de côté. Le recruteur, il a juste besoin de mieux comprendre votre parcours, vos choix et qui vous êtes. Et c'est pour ça que parfois, il va vous poser des questions qui vont être un petit peu plus poussées. Et même si vous êtes surpris ou même si cette question, finalement, bah, vous l'appréciez pas, dites-vous qu'elle n'est pas personnelle, c'est-à-dire il n'y a pas qu'à vous que le recruteur il posera précisément cette question-là. Le recruteur, il va avoir le même type de question qui va revenir de candidat en candidat. Donc, il faut vraiment se détacher de ça, se détacher de la partie en fait affect finalement pendant l'entretien, se concentrer sur les questions, essayer de comprendre pourquoi le recruteur il a ces questions-là et toujours voilà, essayer de voir les choses du bon côté parce qu'en fait, il faut se dire que chaque réponse que vous allez apporter, elle peut vous amener justement à dire du positif sur vous et sur votre parcours. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cet état d'esprit positif. Alors toujours pour conclure sur cette troisième partie, comment s'y préparer, tu as marqué en troisième point, c'est répétition. Donc pareil, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail de répétition? Est-ce qu'on doit Ouais. s'entraîner devant Est-ce qu'on son doit miroir? faire du training? Est-ce qu'on Oui, doit faire appel aussi à un voisin ou à son conjoint ou à sa conjointe ou je sais pas, à son chien, à son chat, je ne sais pas. Voilà, ça, mais on faire ce mobilise tout petit et jeu tout de le rôle. monde. Oui, tout le monde, voilà, voilà. C'est ça. Oui, c'est vrai que quand moi je dis répétition, c'est ça en fait. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment sur la thématique des questions pièges. Et les réponses, elles sont pas forcément faciles à dire. Déjà, faut trouver les arguments, ce qui est pas facile et on l'a vu tout au long de ce qu'on a pu se dire déjà depuis le début de cette émission. Et puis, il y a des arguments qu'il va falloir aussi s'habituer à dire, s'habituer à aussi s'entendre les dire et les assumer, notamment quand il faut parler de quelque chose de difficile. Si par exemple vous avez quitté votre boulot parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre boulot, si on vous parle du manager et que le manager il vous a pourri la vie, il va falloir s'entraîner à en parler pour que justement toutes ces émotions négatives, elles ne ressortent pas ou quasiment pas face au recruteur. Donc oui, c'est de l'entraînement. Et comme je vous disais, bah, plus vous allez vous entraîner à le dire, plus vous allez vous habituer aussi à vous entendre en parler et ça paraîtra beaucoup plus naturel, spontané quand vous serez face au recruteur. Et puis, Sandrine, tu disais en rigolant, est-ce qu'il faut s'entraîner devant son miroir? Bah oui, c'est possible. C'est possible, comme ça, bah, vous aurez l'habitude d'avoir un reflet ou en tout cas quelque chose face à vous quand vous allez le dire. Donc, ça vous paraîtra encore plus finalement presque facile ou habituel en tous les cas en entretien quand vous serez face au recruteur. Si vous voulez voir un petit peu votre gestuelle, bah, ce sera aussi un bon moyen de le faire face à un miroir. Mais surtout, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pour les questions, en tout cas pour les réponses qui vraiment vous semblent compliquées, enregistrez-vous, comme ça vous vous repassez l'enregistrement et vous entendez bien comment bah, vous l'avez dit. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous a paru finalement bah, sincère? Est-ce que ça vous a paru naturel ou pas? Et c'est le meilleur retour que vous pouvez avoir là-dessus sans être en entretien finalement. Donc oui, de l'entraînement. Et dernière chose, entraînez-vous à la maison à voix haute. Parce que si vous le faites dans votre tête, il y a plein de choses que vous n'allez pas entendre. Et par exemple, s'il y a des phrases, des tournures de phrases, des formulations que vous avez du mal à prononcer, vous ne l'entendrez pas si vous le faites que dans votre tête. Parce que dans votre tête, ça sera toujours nickel. Mais après, quand on le passe vraiment à voix haute, il y a des petites subtilités comme ça qu'on va détecter. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire à voix haute à la maison. Je crois que là, tu as vraiment aujourd'hui apporté le meilleur conseil possible. Une fois de plus, en ayant recruté, ça se sent, les gens qui s'entraînent ou qui ont l'habitude, effectivement, d'avoir des rendez-vous d'embauche, etc. Et je veux dire, pour comparer, c'est un peu comme un sportif, c'est un peu comme un musicien. Plus il s'entraîne tous les jours, plus il est meilleur. Bah, pour se préparer à un entretien d'embauche, bah, c'est exactement la même chose. Voilà, dites-vous que vous êtes un grand sportif des entretiens et un musicien aussi des entretiens. Voilà.
Alors, on rigole hein, un petit peu, ça fait du bien, parce que c'est des Mais, sujets qui en sont même temps, importants. tu as Mais raison, hein, c'est exactement voilà, ça, c'est de l'entraînement comme un sportif. voilà, tout C'est de à la fait. répétition, c'est de la discipline aussi, comme un sportif. Bah oui. Donc on va passer maintenant, bah, c'est Sandrine qui va encore les poser. On va poser des questions au niveau des auditeurs qui Et sont Sandrine, encore elle aime bien les nombreux. questions, je crois, en plus. Bah, je Oui. les reçois beaucoup, petit Sam, et du coup, Ouais, ouais. je les trie. Ouais, puis Et après, dans les voilà. réponses, bon, elle copie un peu, mais bon, c'est pas. Voilà. Alors, j'ai reçu une question. Donc, si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez faire 3 vœux, lesquels seraient-ils? Alors, je l'aime bien celle-là, enfin, je l'aime bien. C'est-à-dire que je suis contente en fait qu'elle soit posée parce que j'ai vu des candidats qui sont complètement cassés la figure sur cette question-là. Ah, tu l'as Euh, déjà entendue, cette question? Moi, ouais, je l'avais ouais, jamais ouais. entendue hein, quand je l'ai Je l'ai déjà reçue. entendu et surtout j'ai entendu la réponse des candidats et c'est là où ça fait mal. Euh, Par exemple, un candidat qui a répondu à cette question, premier vœu, île déserte. Je vais sur une île déserte. Et pourquoi ça Alors, on peut le comprendre, qui n'aurait pas envie d'aller sur... En plus, Surtout en ce là, on est moment. en Moi, hiver, avec donc qui Sandrine, n'aurait j'ai pas envie de le envie? dire tous les jours. Voilà, c'est ça. Mais en fait, pourquoi ça a complètement nui à son entretien? C'est-à-dire que cette question, elle arrive en fin d'entretien. Et en fait, pendant tout l'entretien, le candidat, il s'est efforcé de faire comprendre qu'il était motivé, qu'il voulait bosser dans cette entreprise, qu'il s'y voyait déjà, qu'il se projetait. Et là, comme ça, à la fin, en gros, il dit, ben, moi, j'ai une baguette magique, ben, ciao, je m'en vais. Enfin, vous ne me voyez plus, quoi. Je vais sur une île déserte. Donc, en fait, il y a une incohérence finalement avec tout ce qu'il aura essayé de faire passer comme message positif jusque-là. Donc, à la fois, on ne peut pas lui en vouloir. À la fois, moi, j'ai envie de dire, ben, quitte à dire quelque chose, un vœu un peu comme celui-ci, ok, mais ça ne doit pas être le premier. Attention. Je vais vous donner un exemple d'une autre réponse que j'avais entendue d'un candidat pour la même question, qui avait dit, par exemple, ben, moi, si j'ai 3 vœux, le premier vœu, ça va être déjà, ben, j'ai le job, je suis recruté. Donc là, C'est pas mal cette réponse, je c'est pense. pas mal parce que du coup, là, le candidat, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il refait tout de suite le lien avec l'emploi à pourvoir, alors que la question, elle était complètement détachée, a priori, du poste à pourvoir. Donc, refaire ce lien-là, c'est une très bonne option. Autre cas de figure, un candidat qui a répondu, ben, moi, si j'ai 3 vœux, déjà, je vous en donne un. Donc là, pas mal aussi Bon, parce il que... ment, mais c'est sympa. mais il ment bien. Il ment bien, voilà. Voilà. C'est Eric Mais non, qui a répondu ça, je suis c'est sûre. ça, comment tu sais? Ah bah, je le connais. Je me suis fait avoir. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, le candidat, il a marqué en fait son esprit d'équipe, sa solidarité avec le recruteur qui potentiellement serait par la suite un collègue, hein, pourquoi pas. Donc, tout ça, c'est des démarches qui sont intéressantes. Donc, pour résumer un petit peu, si j'ai une baguette magique et que j'ai 3 vœux à faire, il y a le vœu, l'idéal, l'île déserte ou, je sais pas, le gros paquet d'argent, j'en sais rien. Ok, mais plutôt en 3e vœu. Essayez d'avoir un vœu qui rejoigne vraiment la thématique de l'emploi, de l'offre d'emploi qui est à pourvoir. Et peut-être un vœu, en 2e vœu, qui va plus faire ressortir votre personnalité, qui va peut-être faire écho aussi à votre bienveillance ou à votre altruisme, par exemple. Mais toujours placer l'emploi en premier, ça c'est vachement important parce que le recruteur, derrière cette question, il veut voir s'il y a de la cohérence entre ce que vous allez répondre et tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Donc, il faut marquer cette cohérence avec premier vœu, quelque chose qui est en lien avec l'emploi. Merci, petit Sam. C'est beaucoup plus clair, en tout cas pour moi. Alors, la deuxième question que j'ai reçue, c'est si vous pensez que l'un de vos collègues a tort, que faites-vous? Sandrine, en vérité, c'est toi qui la poses cette question-là. Ouais, exactement. Ouais, c'était pour faire passer un message à Eric, mais bon. Tu vois, ça marche pas. Il est assez têtu, alors. Si vous pensez qu'un de vos collègues a tort, que faites-vous? Cette question, elle est... Voilà, il y a du piège là-dessous. Elle est hyper délicate, elle est un peu tendancieuse parce que, bien sûr, ça va arriver en entreprise. C'est pas possible que vos collègues n'aient jamais tort. C'est pas possible. Là, l'idée, c'est de montrer en fait quelle est votre posture professionnelle, quel est votre professionnalisme aussi pour à la fois finalement essayer de résoudre un peu ça, essayer de dire les choses à votre collègue, toujours en arrondissant les angles, sans aller à la confrontation. Mais c'est une situation qui existe et qu'il faut solutionner parce que si le collègue a tort, son erreur, elle peut avoir des conséquences sur le travail, peut-être faire perdre de l'argent à l'entreprise. Et puis, même si on ne va pas jusque-là, un collègue qui a tort et qui répète cette erreur-là, ça peut juste être agaçant et nuire finalement à l'ambiance et à la cohésion d'équipe. Donc, il va falloir amener le fait que vous allez lui dire
mais lui dire, encore une fois, sans aller à la confrontation. Moi, je vous conseille toujours de partir sur les faits. Les faits, c'est justement éviter d'être dans l'émotion ou dans le ressenti. Par exemple, là, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Non, là, ce serait plutôt votre agacement qui parlerait. Donc non, on va pas y aller comme ça. Sandrine, je te vois rigoler, attention. On va pas y aller comme ça. On va pas y aller comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de reposer les faits. Bah, par exemple, tout à l'heure, quand tu as expliqué ça, ou sur ce projet-là, quand tu as fait ça, c'est vrai, par exemple, que moi, je le voyais autrement, par exemple. Et là, en fait, voilà, vous n'y allez pas de manière frontale, vous dites pas, bah, non, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû faire ça. Plutôt de dire, bah, voilà comment moi, je voyais les choses pour telle raison. Donc, vous reposez les faits et surtout, vous expliquez. Et là, en fait, c'est super subtil parce que vous allez amener le collègue à réfléchir. Vous ne l'obligez pas, finalement, à prendre votre point de vue. Vous l'amenez à le découvrir et réfléchir. Donc, c'est plutôt subtil. C'est faire passer les choses en douceur, quoi, tout simplement. Et c'est aussi de dire, ben voilà, en fait, moi, je ne voyais pas les choses comme toi pour telle raison. Et là, après, vous voyez comment ça avance, comment ça prend. Et peut-être qu'il y a d'autres collègues qui pensent la même chose que vous. Donc, essayez plutôt de cheminer comme ça. L'idée, là, dans votre réponse, c'est de faire ressortir que vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'échange, vous essayez de faire avancer cette situation qui est compliquée, mais vraiment, vous soignez la forme parce que la forme, elle va avoir une conséquence aussi sur l'ambiance dans l'équipe. Et l'ambiance de l'équipe, c'est essentiel et c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour une entreprise. Donc, elle va tout faire pour la préserver, l'ambiance d'équipe. D'accord, merci petit Sam. J'ai reçu une autre question. Donc, et si je ne sais pas du tout quelle question piège je vais avoir? Euh, Bah, on l'a un petit peu dit tout à l'heure. En fait, là, l'idée déjà, c'est de se dire que toutes les questions qu'un candidat il a envie de ne pas avoir, bah, il peut déjà se préparer à les avoir. Parce que s'il ne veut pas les avoir, comme par exemple la question du trou dans le CV, c'est qu'il y a quelque chose qui est compliqué à expliquer, mais ça se voit. Et le recruteur, il est tellement habitué à recevoir des candidatures, à les analyser, que forcément, il va le voir et forcément, il aura une question là-dessus. Le recruteur, il a besoin de savoir si en fait, vous avez les compétences pour le poste, si vous êtes prêt justement aussi à prendre un poste là maintenant, s'il n'y a pas des choses qui pourraient finalement se révéler une fois que vous êtes en poste et être compliquées au moment où vous serez sur votre poste de travail, au moment où vous serez dans l'équipe. Donc, il aura des questions sur tout ça, que ce soit le trou dans le CV, que ce soit pourquoi vous avez quitté votre précédent emploi, que ce soit, enfin voilà, ça peut être un petit peu tout. Tout dépend aussi de ce que vous montrez dans votre CV. Si par exemple, sur votre CV, on voit que vous avez travaillé pendant 20 ans dans la même boîte et que d'un coup, il y a plein de petites missions qui s'enchaînent, bah, le recruteur, il aura une question là-dessus parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un emploi qui a duré super longtemps, donc a priori en CDI, donc votre place, elle était assurée, et puis d'un coup, il n'y a plus cette sécurité de l'emploi, vous n'êtes plus dans cette entreprise-là et vous enchaînez les petites missions. Alors, ce n'était pas votre habitude pendant 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se reproduire de la même manière s'il vous embauche et qui peut faire que peut-être dans 2 mois, 3 mois, vous allez quitter le poste s'il vous l'attribue, quoi. Donc voilà, tout ce qui peut vous poser quelques difficultés en entretien, préparez-vous à essayer d'y répondre. Merci petit Sam pour tes réponses. Je t'en Bon, prie. écoute, alors on a vraiment une chance, petit Sam, aujourd'hui, c'est qu'il nous reste encore quelques minutes avant la conclusion. Donc, on avait encore, naturellement, une grande liste de questions et je vais au moins t'en poser deux, voire peut-être trois, suivant le timing. J'ai une question de Rémi. Alors là, c'est une question qui est un peu particulière, mais qu'avez-vous de plus que les autres? Ah, ah, c'est pas évident. Celle-là, Non, c'est pas évident. Il y a que Sandrine, Sandrine tu as qui une sait y réponse ou répondre. pas? Alors non, ce que je veux dire, non, j'ai pas, à mon J'y ai avis, cru aussi. j'ai pas la bonne réponse à mon avis, mais moi c'était pourquoi vous et pas une autre. Mais Ça se rejoint. Ça se rejoint. Ça se rejoint. Et ce qui est intéressant, c'est que tu soulèves un truc, c'est qu'en fait, on peut avoir plusieurs questions dont la formulation est différente, mais qui en fait appellent vraiment la même réponse. Là, on le voit. Autre exemple, c'est pourquoi c'est vous que je dois recruter. C'est finalement qu'est-ce que vous avez de plus que les autres. Tout ça, c'est pareil. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette question, elle va arriver en fin d'entretien. Donc, ça ne sert à rien de reparler des compétences, de l'expérience, etc. Tout ça, vous l'avez déjà dit. Et ça ne sert à rien de dire 2 fois la même chose parce que le recruteur a déjà entendu. Donc, l'argument, il n'aura plus d'impact. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'aller creuser un petit peu sur finalement les aspects que vous n'avez pas encore trop développés. Donc, ça peut être à chercher, par exemple, dans votre personnalité, parce que la personnalité, c'est pas ce dont on parle le plus en entretien, ça se voit, ça se montre, mais c'est pas la chose sur laquelle on pose le plus de mots. Donc, par exemple, les personnes qui ont une personnalité qui est vraiment agréable, enjouée, qui ont toujours le sourire,
Ça, clairement, c'est un avantage dans une équipe et il ne faut pas hésiter à le mettre en avant parce que vraiment, les recruteurs sauront voir tout ce que ça peut apporter comme bénéfice. Quelqu'un qui a toujours le sourire, il arrive le matin, il donne le sourire aux collègues. Quelqu'un qui voit toujours les choses du bon côté, eh ben, même quand ça ne va pas dans une équipe, quand il y a quelque chose qui ne va pas, et j'ai l'impression que tu le prends à ton compte, Eric. C'est ce que j'allais J'arrête dire, pas de Tissam. faire des signes depuis tout à l'heure. Je lutte C'est pour pas ça. rigoler. Ça fait du bien dans une équipe. Ça remonte le moral et ça oui, redonne de la mais oui, motivation. Et vraiment, pour une entreprise, c'est précieux. Donc, c'est peut-être que important. pour vous, c'est naturel, c'est banal, sauf que pour une entreprise, c'est pas banal du tout. Et vous pouvez mettre cet aspect-là en avant. Donc, un aspect de votre personnalité ou un aspect de votre parcours, parce que peut-être que dans votre parcours, il y a quelque chose de très caractéristique qui correspond qu'à vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous visez un métier qui, au final, vous intéresse depuis que vous êtes tout petit pour différentes raisons. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'accompagnais un candidat qui essayait de m'expliquer finalement pourquoi il voulait faire son stage dans le milieu informatique. Et à force de creuser, il a expliqué que, en fait, depuis qu'il est tout petit, il est avec son oncle et son oncle, il adore démonter, remonter les PC. Et son envie, en fait, elle lui est venue de là. Et depuis qu'il est tout petit, il touche, il démonte les ordinateurs et c'est de là que c'est venu. Et donc, finalement, ça, c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré en lui. Il adore ça. Et c'est ça son plus qui fait la différence. Parce que lui, il adore déjà, avant même de faire son métier, il adore déjà, quoi, finalement. Donc voilà, c'est ces petits aspects qui sont très personnels et qui peuvent répondre à la question du plus qui fait la différence, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez dire ça. Un autre candidat ne peut pas avoir la même réponse. Tout à fait. Ok, bah écoute, bien répondu encore une fois de plus, hein, petit Sam. Bah écoute, on a encore un petit peu le temps, donc on en profite avec toi. C'est Stéphanie qui la pose. C'est quels sont. Alors là, ça pour moi, je prends ça comme une question piège quand même, et tu me diras si tu es d'accord Dis-moi avec tout. moi, petit Sam. Je pose pas la question à Sandrine parce que bon, J'ai elle peur. va encore copier. J'ai peur de Et quelles sont vos prétentions salariales? Vaste sujet. Sandrine, quelles sont tes prétentions salariales? C'est, Alors, tu ça vois, fait des années que j'en parle à Eric. Malheureusement, il ne m'a pas augmenté encore. Non, mais cette question, je ne suis pas hyper fan en entretien. hyper à parce l'aise. que, Ouais. non, je ne suis pas trop à l'aise pour parler rémunération. J'ai envie de dire, tu es comme énormément de candidats, et je précise Bah oui. en France. Je précise Oui. en France, parce Ouais. qu'en France, c'est encore un tabou de parler d'argent. C'est ce que j'allais dire. Aux États-Unis, c'est très différent. Ah oui, ouais, ça c'est clair. Mm. Mais moi, j'ai envie de vous dire, vous allez à l'entreprise, vous y passez 8 heures de votre journée, essayez d'imaginer au bout de 40 ans, voire plus, combien de temps vous avez passé dans l'entreprise. Vous avez donné votre énergie, vos compétences, votre force, votre motivation, enfin plein de choses. Donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait une contrepartie. Et la contrepartie, elle est salariale. Donc, il faut arriver à vraiment à poser une valeur là-dessus, parce que si vous ne la posez pas, vous attendez pas à ce que le recruteur, il augmente cette valeur-là naturellement, à moins de tomber sur quelqu'un d'hyper altruiste comme Eric, n'est-ce pas? Mais Bien sûr. Qui me parle? mais ouais, du coup, il faut vraiment essayer déjà pour vous-même d'arriver à mettre une valeur là-dessus, puis ça participera aussi à vous redonner confiance en vous et en votre valeur si jamais il y a besoin. Maintenant, comment on fait? Il y a plusieurs petites techniques très simples pour arriver à estimer son salaire. Déjà, tout simplement, allez voir d'autres offres d'emploi pour voir le salaire qui est proposé. Regardez-en 4-5, comme ça, vous allez voir des salaires un petit peu différents. Vous aurez une fourchette. Le salaire minimum, le salaire maximum qui est proposé. Donc, vous pourrez déjà vous dire, OK, donc par rapport à mon boulot, dans le même type d'entreprise, le même type de territoire, je peux me situer dans cette fourchette-là. Attention juste à un truc, si par exemple vous êtes dans une toute petite ville et que vous regardez les offres d'emploi sur Paris, bien sûr que les salaires vont être vachement plus élevés, mais du coup ce ne sera pas cohérent avec vous, votre situation. Il faut vraiment regarder poste similaire, entreprise similaire et territoire similaire. Ça, c'est Après, important. je t'interromps Dis-moi. 2 secondes, petit Sam. Dans les offres d'emploi, si je ne dis pas de bêtises, les salaires ne sont pas toujours affichés. Ils ne sont pas toujours affichés, tu as complètement raison. C'est suivant Et- l'expérience, généralement. Ouais, Parfois selon profil. selon expérience, selon profil, selon tel type de convention, selon tel type d'accord de branche, enfin bref, tout ça, c'est pas des chiffres, donc ça dit pas grand-chose aux C'est candidats. ça. Donc Ça nous quand aide c'est pas. pas marqué, c'est ça, ça aide pas. Donc quand c'est pas marqué, pas grave, il y a d'autres outils qui sont aussi très efficaces. Sur Indeed ou sur Glassdoor, par exemple, vous avez la possibilité, vous avez des onglets salaires. Et là, ça va vous permettre, en renseignant quelques critères, comme par exemple le poste, l'entreprise, l'effectif de l'entreprise, votre expérience, vos diplômes, par exemple, ça va vous montrer en fait des salaires pour profils similaires et postes similaires. Donc là encore, vous aurez une idée, un montant approximatif du salaire auquel vous pouvez prétendre.
Une fois que vous avez ces indications-là, moi, je vous conseille vraiment de rester en termes de réponse, de rester sur une fourchette. Pourquoi? Parce que si vous amenez tout de suite au recruteur un montant fixe, vous ne montrez pas que vous êtes ouvert à la négociation. Par exemple, si vous dites, moi, je veux tant par an, moi, mes prétentions, c'est tant par an, c'est dur de pouvoir négocier derrière si, justement, le montant, il est déjà figé. Si, au contraire, vous dites, moi, par rapport à mes prétentions salariales, je me situe entre temps et temps. Et puis, il faut expliquer derrière par rapport à mon expérience, par rapport à telle compétence que je vais apporter en plus du fait justement des missions que j'ai accomplies. Voilà, derrière, vous argumentez et ça justifie aussi finalement le montant que vous demandez, mais toujours dans cette fourchette-là. Comme ça, il y a une négociation qui est possible. Autre chose importante, souvent les recruteurs, ils parlent en salaire annuel, mais surtout, ils vont parler en salaire brut. Donc, faites gaffe à ça parce que si, par exemple, un recruteur, il vous parle, je sais pas, de 30 000 bruts et que vous pensez que c'est en net, vous allez avoir une méga déception au moment de la fiche de paye. Sauf que la fiche de paye, ça veut dire que vous êtes déjà en poste. Donc, faites gaffe à ça. On parle quasiment toujours en brut. Oui. Tout à fait. J'ai bien pris note, Tissam, pour Eric. Je lui prépare une note dès ce soir. Tu as bien raison. Je crois que tu vois, il faut pas trop en dire. On changera de sujet le prochain coup quand même parce que on a peut-être encore. Ça sera pas dans ma faveur. On a peut-être encore petit peu de temps pour une dernière question. Il nous reste 5 minutes, donc je vais poser la dernière question et après on va faire le mot de la fin et la conclusion. Petit Sam, j'ai Romane qui m'a posé une question que je souhaitais mettre de côté parce que je la trouve pour finir très pertinente. C'est comment alors là, il faut éviter aussi un petit peu le blabla, mais comment déjouer les questions pièges lors d'un entretien face à un recruteur. J'adore cette question. Le meilleur pour la fin. Est-ce que la question piège, elle n'est pas pour moi, là, finalement? Comment déjouer les questions pièges? C'était mon petit cadeau de Noël. Merci beaucoup. Il fallait pas. Alors, comment déjouer les questions pièges? Alors, j'ai envie de vous dire, finalement, en reprenant tout ce qu'on s'est dit, ce qu'il faut se dire, c'est déjà, il ne faut pas essayer de ne pas y répondre parce que ça ne marche pas. Le recruteur, il va voir tout de suite que vous essayez de détourner la conversation et donc, finalement, vous n'allez pas répondre à la question. Le recruteur, s'il pose une question, c'est pour avoir une réponse. Donc, il va falloir répondre. Toujours être sincère, mais si vous êtes limité dans votre capacité de réponse, si vous ne pouvez pas répondre, il y a forcément une raison, donc expliquez ça. Maintenant, si effectivement la question, elle vous amène à aborder quelque chose qui est difficile, déjà l'idée, c'est de l'avoir quand même préparé en amont. Vous savez forcément ce qui va être difficile pour vous comme sujet à aborder, mais surtout, l'idée, c'est de montrer que cette difficulté, oui, elle existe, mais elle fait partie du passé. Et aujourd'hui, que cette difficulté, elle fait partie du passé, vous êtes prêt ou vous êtes prête justement à vous réinvestir sur votre poste ou à prendre pleinement en main les missions finalement. Et comme je vous ai dit, faites toujours le lien avec le poste à pourvoir et tout de suite, finalement, renchérissez sur vos critères de motivation par rapport au poste à pourvoir. D'accord, écoute, je crois que tu m'as vu faire peut-être un petit signe comme quoi il nous reste 3 minutes à la technique et j'en profite en même temps pour remercier Élise et Maya qui ont bien assuré cette émission au niveau technique parce que c'est quand même des préparatifs, des essais. Et, c'est du travail derrière. Il faut pas oublier que c'est du travail. Donc bravo aux deux personnes de la technique. Élise et Maya. Voilà, donc de toute façon, on les retrouvera sur les prochaines émissions aussi. Elles assurent les vidéos, les podcasts, enfin un petit peu de tout. Donc elles sont très performantes. Donc un grand merci encore à elles. Écoute, moi, avant de dire les merci, je voudrais, au niveau de l'actualité, c'est juste que je vais rappeler ta chaîne YouTube, Petit Sam, où les gens peuvent te retrouver dessus avec tes vidéos et tes podcasts. Donc donc la chaîne YouTube s'appelle Se faire recruter. Après, les personnes peuvent effectivement aller sur tes propres réseaux sociaux s'ils ont besoin de te solliciter sur les formations, sur le coaching. Là, vous avez en face de vous une experte qui, et vous le verrez sur ces podcasts et vidéos, qui est très pertinente sur tous les sujets. Vraiment, j'attire que c'est vraiment un plaisir pour nous de travailler aussi avec toi. La grande nouvelle, c'est que tu vas venir nous voir pour début 2023 où on enregistrera cette émission. Donc, ça parle emploi. Nous allons donc enregistrer et ensemble. Tu viendras de Lyon ce coup-ci. Exactement. Eric a hâte. On le tient plus depuis. J'ai hâte. On va te faire découvrir Lille, le vieux Lille. Voilà, ces bons restaurants, ces bons bars. Oui, bon, Eric, on est quand même là pour travailler. C'est vrai. Et on fera peut-être l'émission en direct sur un bar ou je sais pas. En direct d'un bar. Pourquoi pas, ça peut être ma foi sympathique. Donc tu auras ce plaisir de venir nous voir,
donc un grand plaisir aussi. On va te souhaiter naturellement plein de bonnes choses. Au niveau de Direct Jobs, on a mis en place ce mois-ci une émission qui s'appelle Pour toi entreprise. On a fait cette première pas plus tard qu'il y a quelques jours, donc pour mettre en lumière 8 entreprises. À laquelle le petit Sam a participé Et, d'ailleurs. et que petit Exactement, Sam avec plaisir. était là sur la première entreprise qui a participé. Donc aussi un grand merci pour ça. Donc, et après, plein de bonnes surprises aussi pour 2023, mais on n'en dit pas plus parce qu'on est en pleine négociation, on est dans les préparatifs, mais plein de belles choses. Négociation de salaire avec Eric. Non, ça y est, c'est fait, c'est réglé ça. On n'en parle plus. C'était sur 2022, il n'y a plus de budget de toute façon. Et puis, on vous souhaite aussi, merci aussi Sandrine d'avoir participé Eric, à cette merci émission. Petit Sam. Un grand merci Merci. encore, petit Sam. On vous souhaite naturellement à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Prenez soin de vous surtout avec tous les virus qui traînent en ce moment, mais profitez bien de votre famille, de vos amis. Éclatez-vous et la vie elle est belle. Donc, Et on se retrouve très prochainement pour une émission consacrée donc à la reconversion professionnelle. Vaste sujet, j'ai hâte d'y être. Et tu auras plein de questions, Sandrine. Ah, mais toujours. moi. Toujours, voilà, donc c'est pas encore fini tout ça. Voilà, un grand merci à tous et puis on vous dit Merci à beaucoup. très vite. À très vite. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain avec Tissam et Eric de Direct Jobs pour une nouvelle thématique.